Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Maïf Social Club. Je m'appelle Marie, je m'occupe de la communication et on est plusieurs de l'équipe du Maïf Social Club à être présents ce soir. Donc à l'issue de la conférence, si vous avez la moindre question sur le lieu, la programmation ou ce qu'on y fait, n'hésitez pas. Avant de vous laisser avec Olivier Houdet et Martin Legros pour cette conférence avec notre partenaire Philosophie Magazine, juste vous dire que l'exposition Trop Classe qu'on a au rez-de-chaussée autour de la transmission des savoirs est ouverte jusqu'en février pour celles et ceux qui n'auront pas l'occasion de la visiter ce soir. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Olivier Audet, merci d'être là. Merci d'être là à vous, en nombre, malgré la Covid et les restrictions qui s'imposent. Ça fait plaisir à voir d'être là, tous ensemble, malgré les circonstances. Alors, suffit-il d'avoir un cerveau pour apprendre? Alors, il faut incontestablement un cerveau pour apprendre, en tout cas pour nous les hommes. Peut-être que les machines n'en ont pas besoin, mais pour nous les hommes, il faut un cerveau. Mais est-ce que cela suffit? Lire, écrire, compter, penser, raisonner, voilà des compétences que nous avons, mais comment se transmettent-elles? Comment s'apprennent-elles? Comment s'activent-elles en nous? Comment s'impriment-elles en nous? S'impriment-elles quelque part d'ailleurs dans le cerveau? Et ce cerveau est-il transformé par les compétences que nous acquérons au cours de l'éducation, de notre enfance, mais tout au long de notre vie en réalité? Ces questions sont en train d'être complètement revues aujourd'hui. Longtemps, elles étaient réservées à la pédagogie, à la psychologie, qui les observait d'un point de vue, je dirais, un peu extérieur, en dehors de l'aquarium, si je puis dire. Il se trouve qu'une petite révolution, une grande révolution, a permis dorénavant de rentrer dans la machine en un sens, de cartographier l'ensemble de nos compétences cognitives. C'est la révolution des neurosciences. Et la question qu'on va traiter ce soir avec Olivier Audet, c'est de savoir en quoi est-ce que cette révolution des neurosciences, avec ce qu'elle a permis de cartographier dans nos compétences cognitives, intellectuelles, a changé dans la manière dont nous concevons l'apprentissage. Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur la manière dont nous apprenons et sur la manière dont on pourrait peut-être mieux apprendre. Ces questions, elles ont été par ailleurs, elles sont aujourd'hui relancées aussi par des expériences que nous faisons. Nous avons fait l'expérience d'un confinement où les uns et les autres travaillaient à distance par le biais d'outils numériques. En quoi est-ce que ces outils numériques impactent-ils notre rapport au réel, notre rapport au monde? C'est aussi des questions donc très vives et très, très fortes que nous allons traiter. Et donc d'abord, avec Olivier Houdet, dont je vous dis quelques mots, qui va aborder cette question. Olivier Houdet est donc psychologue. Vous avez longtemps été formé, vous avez été formé en tant qu'instituteur en Belgique. Avant de rejoindre la France, vous avez fait vos études de psychologie à la Sorbonne, un doctorat. Vous êtes devenu professeur de psychologie du développement à l'université Paris-Descartes, où vous avez un laboratoire dédié à ces questions, à ces observations aussi, où vous mettez, vous allez nous l'expliquer dans un instant, des jeunes enfants sous IRM pour essayer de comprendre les zones du cerveau qui s'activent quand ils apprennent à compter, à raisonner, et la manière dont on peut peut-être développer des apprentissages qui leur permettent de mieux apprendre grâce à cette cartographie. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont L'école du cerveau, passionnant, de Montessori à Freveux des Piaget aux sciences cognitives, publié chez Mardaga, La psychologie de l'enfant aux presses universitaires de France, mais aussi des ouvrages à destination des enfants, Explore ton cerveau dans la collection Kid Doc chez Nathan, et Mon cerveau dans la collection Questions et réponses chez Nathan. Je vous remercie beaucoup, Olivier Audet, d'avoir accepté et maintenu, je dirais, compte tenu des circonstances, cette programmation. Vous allez nous proposer, je dirais, une conférence avec beaucoup de schémas, avec beaucoup d'expériences. Je me permettrai, dans les moments où je considère que vous nous tirez un peu trop loin, ou vous nous exposez des choses un peu trop compliquées, de faire un petit peu le monsieur bon office pour vous dire là, il y a des gros mots qui doivent être explicités, mais sinon je vous laisse donc avec votre conférence et vous aurez tout le loisir au terme de cette heure, à peu près de cette petite heure, de poser vos questions à Olivier Houdet si vous avez des questions, des objections à lui faire. Merci en tout cas, je vous laisse donc la parole, Olivier Houdet. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'être venus aussi nombreux ce soir, plus toutes celles et tous ceux qui sont à distance, comme on nous l'a expliqué. Donc, vous pouvez en effet m'interrompre à tout moment. Il y aura un long
temps d'échange, de débat, de questions avec le public. Mais d'abord, si vous le permettez, quelques explications et surtout une réponse à cette question que vous m'avez posée. La Maïf Social Club et Philo Magazine, suffit-il d'avoir un cerveau pour apprendre? Alors, d'abord, et vous l'avez déjà très bien dit, il n'est même pas nécessaire d'avoir un cerveau pour apprendre. On sait, et des labos de biologie fondamentale l'ont montré, qu'il existe des êtres unicellulaires, donc qui n'ont qu'une cellule, qui apprennent, et qui apprennent notamment à, par exemple, se nourrir sans risque. On croit savoir aujourd'hui, et c'est peut-être pour nous faire peur, que même les bactéries et les virus apprennent, c'est-à-dire s'adaptent. Donc la notion même d'apprentissage est très large et s'est exprimée sans doute dans la très longue histoire du vivant à des niveaux différents. Mais la question que vous me posiez est celle de suffit-il d'avoir un cerveau humain pour apprendre? Et la réponse est celle-ci, est une des réponses que je donne et je propose, non. Il faut aussi savoir s'en servir. Et c'est là toute la difficulté. On va le découvrir, un cerveau humain quand même extraordinaire, un organe formidable, très riche, mais le tout est d'apprendre à se servir de cette machine fulgurante, une véritable Formule 1, mais qu'il s'agit de conduire correctement. Et ce fonctionnement du cerveau, cette connaissance du fonctionnement du cerveau est inséparable du corps, le corps complet, le sien et celui d'autrui, parce que le cerveau est dans un corps. Votre cerveau est en permanence, via les nerfs qui sont dans la colonne vertébrale, connecté à tous les organes de votre corps. Et la moindre sensation auditive, visuelle, le toucher, une douleur ou une émotion positive, vous la ressentez tant à travers votre corps qu'à travers votre cerveau, sachant que le cerveau lui-même cartographie l'ensemble de notre corps. Et par ailleurs, l'environnement, je l'ai évoqué, physique et social, et en particulier ce qui me tient à cœur comme ancien instituteur, l'environnement pédagogique. Et il est évident que dans la relation entre un professeur et l'élève, le cerveau de l'un et de l'autre, mais surtout de l'élève, se modifie, se reconfigure à travers l'apprentissage, et c'est cela qu'on essaye aujourd'hui d'observer. À partir de ces observations, nous avons fait des découvertes qui sont publiées dans des articles scientifiques internationaux, comme toutes les découvertes scientifiques, mais aussi dans des livres pour adultes et également pour enfants, car le pari de l'éducation du XXIe siècle est aussi d'expliquer aux enfants comment leur cerveau marche, comment ils peuvent apprendre à bien s'en servir à l'école, sachant que le cerveau est évidemment sollicité en permanence à l'école, c'est l'organe de l'apprentissage, et encore, on le sait durant toute la vie. Donc, en résumé, non, il ne suffit pas d'avoir un cerveau pour apprendre, il faut savoir aussi s'en servir dans son corps et dans un environnement physique, social et en particulier pédagogique. Alors, voici, au cas où certains éléments de mes explications seraient trop abscons, même si vous m'arrêterez, cher Martin, différents livres que vous avez évoqués, que vous pourrez retrouver après. Hélas, une séance de dédicace était prévue, mais elle a été sacrifiée en raison des conditions sanitaires. Donc, des livres pour enfants que vous pourrez offrir à vos enfants, petits enfants, à Noël. Vous savez qu'on fait déjà les cadeaux de Noël dès maintenant. Explore ton cerveau dans la condition Kididoc pour les maternelles, où il y avait des livres sur les dinosaures, les pyramides, mais pas sur le cerveau, et en particulier celui de l'enfant. Pour les enfants un peu plus grands, Mon cerveau, chez Nathan également dans la collection Questions-réponses, et aussi des livres pour adultes. Un manuel sur le cerveau et les apprentissages pour les professeurs des écoles en formation, notamment dans ce qu'on appelle les INSPE, les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, et aussi un livre vraiment pour le grand public qui s'appelle L'école du cerveau et qui paraîtra cet hiver en livre de poche. L'apprentissage est un mécanisme d'adaptation, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais concernant l'humain, c'est avant tout le mécanisme qui construit la pensée ou l'intelligence dans le cerveau. Et cet apprentissage, il faut le remettre dans une très longue histoire qui est un triptyque, matière, vie, pensée. Vous savez que l'on chiffre l'origine de l'univers à 13,8 milliards d'années et que c'est vraiment de là, de ce Big Bang initial, voire d'avant, que vient tout ce dont on va parler ce soir.
si on chiffre en se rapprochant peu à peu de ce qu'est l'apprentissage chez l'enfant, cette longue histoire de la vie, celle des bactéries que j'évoquais tout à l'heure, qui apprennent déjà et qui furent les premiers êtres vivants sur notre planète, il y a 3,8 milliards d'années, la naissance des premiers systèmes nerveux qui donneront lieu au système nerveux central et notamment au cerveau est chiffrée à 500 millions d'années. Homo sapiens, on va dire notre ancêtre, et son cerveau sont chiffrés à 300 000 ans. Et chaque enfance, la vôtre, la nôtre, c'est calculé, c'est, disons, calé sur un calendrier de 20 ans. Il est important d'avoir toutes ces échelles de temps à l'esprit parce que c'est quand même formidable qu'à travers une histoire d'abord aussi longue et aussi complexe que cette grande histoire de la vie depuis la création de l'univers, c'est peu à peu configurer un cerveau humain qui fait des choses atroces, on le sait encore dans l'actualité récente, mais qui fait aussi des choses formidables, qui a inventé la science, qui a inventé la technologie et qui a inventé un certain nombre de mécanismes qui nous rend entre nous heureux, quelquefois en paix, tolérants et respectant les autres. Donc cette grande famille du vivant, des bactéries aux humains, comporte aussi les plantes, par exemple, qui ont aussi une forme d'intelligence, une forme d'adaptation au réel, et puis toutes cette famille du vivant jusqu'aux vertébrés, aux mammifères, et parmi les mammifères, les humains, et cet extraordinaire mammifère que vous avez sous les yeux, qu'est un beau bébé humain, derrière le front duquel il y a un cerveau déjà fabuleux à la naissance, qui comporte, je prends un peu plus mon souffle d'habitude pour ceux qui me connaissent, parce que vous imaginez la difficulté à donner une conférence qu'on essaye d'être vivante et animée, avec une difficulté à respirer. Donc, 80 milliards de neurones, 1 million de milliards de connexions, ce qui fait que dans notre cerveau, ici, derrière la boîte crânienne ou à l'intérieur de chacun d'entre vous, celle d'un enfant, il y a plus de connexions potentielles et réelles que dans l'Internet mondial. Vous faites les calculs, 86 milliards de neurones, 1 million de milliards de connexions, et je l'ai écrit en petit sur la diapo, vous calculez le nombre d'êtres humains et le nombre d'utilisateurs d'Internet, et vous comprenez très vite que les cerveaux font beaucoup plus de connexions que l'Internet mondial et que même les systèmes, ce que j'ai mis à droite sur la diapo, qu'on appelle aujourd'hui d'intelligence artificielle, qui ne simulent jamais qu'au meilleur des cas le cerveau d'un petit mammifère. Et le système le plus intelligent aujourd'hui dit artificiel, donc une machine, un superordinateur, comporte 100 millions de neurones. Or, celui du bébé que je viens de vous montrer en comporte 86 milliards. Il ne faut pas trop se saturer de chiffres, mais ces chiffres-là sont importants. Ça nous montre la richesse neuronale que l'on a. Et quand on pose la question philosophique, comme celle que vous posiez, suffit-il d'avoir un cerveau pour apprendre ? Un peu dans la question, on minore le rôle du cerveau en se disant il y a bien d'autres choses que le cerveau. Mais mon message est déjà de dire le cerveau en lui-même est formidable, même si on va voir qu'il s'agit de conduire cette machine, comme je vous le disais, et c'est là que l'éducation, l'école, la pédagogie jouent un rôle absolument clé. La grande révolution que vous évoquiez tout à l'heure et que j'ai eu la chance de vivre comme étudiant et ensuite comme acteur, comme scientifique, est celle de l'imagerie cérébrale et de la possibilité que l'on a seulement depuis quelques années, ça s'est fait pour l'observation du cerveau des enfants au tout début du XXe siècle, du XXIe siècle, au tout début des années 2000, la possibilité d'explorer en IRM, dans le cadre de projets pédagogiques, ludiques, que les enfants font volontairement, qu'ils sont heureux de faire, d'explorer leur cerveau, non seulement la forme du cerveau, ce qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle anatomique, structurelle, comme celle d'un autre organe du corps que l'on observerait, mais aussi le fonctionnement du cerveau. Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, que l'on dit parfois IRM et IRMF pour fonctionnel, c'est-à-dire comment ce cerveau, avec tous ces neurones et ces connexions neuronales que j'évoquais à l'instant, va fonctionner lorsque l'enfant doit réfléchir, résoudre un problème, lorsqu'il va apprendre. Et c'est ça l'aspect fonctionnel, comment le cerveau travaille, apprend, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui aussi, lorsque l'enfant est dans l'IRM et donc que l'on pourra observer son cerveau. Vous l'imaginez, d'où ces quelques photos, que ça présuppose une préparation des enfants très psychologique, très fine, une familiarisation, parce que tout cela se fait dans un cadre, comme je le disais, ludique,
agréable, les enfants sont volontaires, peuvent arrêter l'expérience quand ils le souhaitent, leurs parents sont présents, tout est validé en amont par des comités d'éthique, se fait dans le cadre de partenariats avec les recteurs, les directeurs d'établissement, les professeurs d'école qui du coup font tout un apprentissage et des jeux autour du cerveau, et surtout les enfants sont très entraînés, y compris à l'école, dans un faux tunnel d'IRM en tissu, qui sont des tunnels qui existent déjà dans les classes maternelles, qui se replient sur eux-mêmes sous la forme d'un cerceau. Et tous mes collègues en ont dans leur coffre de leur voiture. On va dans les écoles avec ces tunnels, on utilise ceux qui sont déjà dans les classes, et l'enfant apprend. Je vois ici, je ne sais pas si c'est une petite fille, parce que je suis très éclairé, mais enfin une petite ou grande fille qui s'endort sur l'épaule de sa maman. Eh bien, les enfants sont encore mieux installés dans ce jeu. Ils sont allongés dans le tunnel. On leur apprend donc à être allongés, à être confinés et à rester immobiles, parce que lorsqu'ils seront dans le vrai tunnel de l'IRM, ils seront totalement immobiles. Et les enfants construisent aussi, vous voyez, ce qu'on appelle le casque de chevalier, un casque en carton, et qu'ils construisent avec une maquette et dont le plan correspond exactement à l'antenne et la forme de l'espace dans lequel la tête de l'enfant sera insérée lorsqu'il est dans l'IRM. Donc, c'est quelques images et ces explications pour vous résumer que l'on prépare minutieusement les enfants, que l'on met également sur je crois qu'on le voit dans la diapo suivante, non, ça sera plus tard, sur leurs oreilles, un casque comme il y a sur les pistes d'aviation pour les personnels d'aviation qui protège du bruit, parce que l'IRM fait du bruit. Bref, je vous en prie. De toutes petites questions, vous avez parlé des connexions. Comment est-ce qu'on voit une connexion? Qu'est-ce qu'on voit? Comment est-ce qu'on voit une connexion? C'est-à-dire, c'est le sang qui circule? Qu'est-ce que photographie un IRM? Et en quoi est-ce que ce qu'elle photographie est l'indice d'une activité? Alors, je vais vous donner l'explication la plus simple possible. Il y a différentes techniques. Cette technique-là, donc l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, est une technique qu'on appelle hémodynamique, c'est-à-dire qu'il va mesurer le dynamisme du sang dans le cerveau. Vous savez que le cerveau est irrigué de nombreux vaisseaux sanguins et que ces vaisseaux apportent aux neurones que j'évoquais tout à l'heure leur carburant, ce qui leur permet de travailler. Et le cerveau humain, vous le savez peut-être, fonctionne avec du sucre, du bon sucre. Et le sucre est amené au cerveau avec l'oxygène, bien sûr, sucre et oxygène, via le sang, via les vaisseaux sanguins. Et des découvreurs qui ont combiné l'imagerie cérébrale, la physiologie, les technologies de physique, chimie, ce qu'on appelle en un mot les neurosciences, ont trouvé un système qui correspond à je vais dire le seul gros mot, comme vous disiez tout à l'heure, la déoxyhémoglobine, qui est un ingrédient chimique, si vous voulez, qui se trouve dans le sang lorsque l'afflux de sang apporte le sucre aux neurones pour travailler. Et il y a la déoxyhémoglobine, qui est un agent paramagnétique, c'est-à-dire que le mouvement et le champ magnétique que va mesurer l'IRM va déceler, et va déceler très finement, au millimètre près. C'est-à-dire que dès l'instant, pour dire les choses simplement, où vous aurez un groupe de neurones qui va travailler, il aura besoin d'être régénéré en carburant, donc en sucre. Ce sucre va être amené par le sang, qui en même temps amène de l'oxygène, auquel est corrélé par le hasard de la nature, la déoxyhémoglobine, qui, elle, est paramagnétique, donc sensible au magnétisme que l'on va mesurer avec cette IRM. Donc, plus il y aura de sang à un endroit, plus le signal paramagnétique mesuré va être important, et c'est directement corrélé à l'activité cognitive, l'activité de pensée. Donc, si vous apprenez, si vous faites beaucoup fonctionner la région, par exemple, du langage, là, quand je suis en train de parler, eh bien, ça veut dire qu'au moment où je vous parle, c'est pour ça que j'aurai besoin de manger tout à l'heure pour reprendre mes forces, y compris cérébrales, au moment où je vous parle, un débit sanguin cérébral régional beaucoup plus grand va aller vers les aires du langage que j'utilise pour parler. Et voilà. Question complémentaire, donc ça veut dire que la pensée, c'est de la connexion? Ah oui, la pensée, c'est de la connexion, bien sûr. Hein, et c'est relier les choses. On sait très bien que si vous avez une lésion du cerveau, ou si hélas vous n'avez plus de cerveau, eh bien la pensée disparaît. Donc la pensée est évidemment créée par les connexions neuronales et aussi par les reconfigurations cérébrales. Avec la richesse extraordinaire de ce que je vous ai décrit, du nombre de neurones et de connexions possibles. Allez-y, madame. Est-ce qu'on pourra avoir des images? Oui, elles vont venir. Elles vont venir. Donc là, on a déjà vu la technologie.
Et vous avez bien fait de me poser la question de savoir que cette technologie mesure, eh bien, elle va mesurer les endroits où le DSCR, débit sanguin cérébral régional, est le plus fort. Ça veut dire que la région du cerveau s'allume, s'active, d'où ces belles images qu'on va voir et que vous allez voir patienter un instant sur les écrans d'ordinateur où on voit les images du cerveau. Alors, je vais aller très vite pour satisfaire le désir de madame et vous montrer une image du cerveau, et puis je reviendrai sur les explications qui précèdent. Lorsque l'enfant, donc là, va être posé dans l'IRM, on va voir le cerveau de cet enfant-là. Là, vous le voyez déjà sur l'écran de l'ordinateur, nous sommes dans la salle de contrôle, mes collègues autour de moi, les parents sont à l'arrière, et dans cette IRM, il y a une petite fille, là, c'était une première expérience avec des enfants volontaires de grande section de maternelle, donc vous voyez qu'ils étaient vraiment tout petits, et vous voyez que ses pieds, si vous regardez bien, dépassent à peine de l'IRM, ce qui montre que c'est un enfant, un petit, qu'il a fallu toute cette préparation pour l'entraîner à l'IRM avant qu'elle n'y aille, qu'elle ait envie d'y aller, qu'elle reste immobile pendant une demi-heure pour résoudre des tâches cognitives qu'on leur montre via un écran d'ordinateur qui est incrusté dans l'IRM. Et vous le voyez déjà là, l'image, sur l'écran de l'ordinateur, nous avons une reconstruction tridimensionnelle, 3D, point par point, au millimètre près de l'activité de tous les neurones du cerveau de cet enfant. Et si un endroit, un groupe de neurones, un réseau qui va travailler pour résoudre la tâche, eh bien c'est là que le sang va apporter le carburant pour rétablir l'équilibre métabolique. Et à ce moment-là, ça se traduit, pour dire vite, en images sur l'ordinateur où on voit que cette région est plus activée que les autres en faisant des calculs statistiques très rapides et très performants. Et je vais vous le montrer en plus grand. Après, vous avez cette reconstruction 3D. C'est une image numérique, évidemment. C'est à partir du vrai cerveau, en correspondance tout à fait exacte, une image numérique où vous voyez, on m'a dit de ne pas bouger de mon tabouret, ce qui nécessite de ma part beaucoup d'inhibition. Vous allez voir que le concept d'inhibition est important dans la suite de l'exposé. Vous voyez là toutes les régions qui sont colorées, avec cette gamme de couleurs qui va du bleu à l'orange, sont des régions qui sont activées beaucoup plus que les autres et donc que l'enfant va utiliser pour résoudre le problème auquel il est confronté dans l'IRM. Vous voyez d'emblée que ce n'est pas une seule région du cerveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on mobilise des différentes régions du cerveau, parfois très distantes, mais ce sont ces régions-là dont on aura besoin à un moment donné pour s'adapter, pour apprendre, pour résoudre un problème, en classe par exemple, ou quand vous-même vous résolvez un problème. Donc voilà une image du cerveau, et je reviens rapidement en arrière, obtenue par ces techniques. Vous pouvez voir l'activité des régions séparées, mais vous ne pouvez pas voir si elles collaborent les unes avec les autres, si certaines régions sont plus en connexion les unes avec les autres. Alors aujourd'hui, jadis on ne pouvait pas le voir, aujourd'hui on peut le voir, on a ce qu'on appelle l'IRM de diffusion, c'est-à-dire qu'on a l'observation et même cartographie du connectome, et on voit en effet comment ces régions se connectent entre elles. Donc la première information est de savoir quelle région travaille. Et aujourd'hui, avec la même IRM, c'était l'invention d'un mode d'imagerie de calcul supplémentaire, on a toute la connectique. Donc on peut voir, vous avez peut-être vu dans les magazines ce qu'on appelle le connectome, toutes les connexions qui s'établissent entre neurones. Et tout à l'heure, je vous montrerai un problème que cet enfant que vous avez vu doit résoudre. C'est un problème de nombre, de dénombrement, de mathématiques que l'enfant doit résoudre. Et vous allez voir qu'il faut d'abord se dire, mais de quelle région a-t-il besoin? On va comprendre pourquoi ces régions doivent travailler et après, pourquoi elles doivent travailler ensemble. Ce qu'on appelle la spécialisation fonctionnelle interactive. Ces régions se spécialisent dans la résolution du problème, elles fonctionnent ensemble et elles sont interactives, c'est-à-dire qu'elles collaborent, comme aujourd'hui les réseaux, les gens qui travaillent en réseau à distance, par exemple, ils collaborent. C'est de la même façon pour les neurones. Et vous avez entre les neurones ce qu'on appelle des axones, des tubes qui vont d'un neurone à l'autre, et certains axones sont longs et permettent des connexions à longue distance. Mais vous pouvez aussi avoir des connexions entre deux régions très proches qui doivent collaborer. Donc oui, il y a ces différents niveaux d'analyse. Quelle région? C'est déjà très important de le savoir, et on ne le savait pas il y a 10-15 ans. Et ensuite, une fois qu'on a compris le rôle de chacune de ces régions, comment elles interagissent. Et ça, c'est toutes les connexions à courte ou longue distance. Je parlais du corps tout à l'heure. Vous avez aussi les axones, les tubes, donc, qui vont d'un neurone à l'autre, peuvent faire jusqu'à 10 cm, par exemple, dans le cerveau. Donc, peuvent tout à fait expliquer une collaboration entre une région là, dans le cortex pariétal, et une région tout à l'avant, dans le cortex préfrontal, qui vont se connecter.
vous verrez dans la suite de mon exposé, sauf s'il y a trop de questions et que vous n'y arrivez pas, mais je vous fais confiance, dans la suite de mon exposé, que ces connexions peuvent aussi être de nature différente. Elles peuvent soit être activatrices ou inhibitrices, c'est-à-dire qu'il faut plutôt désengager une région du cerveau pour laisser travailler une autre. Et ça, c'est essentiel, en fait, parce qu'avec autant de connexions possibles, la clé est plutôt dans la sélection, dans ce que j'appelle l'inhibition au sens positif du terme, qui va nous permettre de trouver la bonne solution, la bonne connexion au bon moment, tellement il y en a de possibles dans le cerveau. La psychologie reste très importante parce qu'il faut savoir quelle théorie on teste, quel modèle on a pour expliquer ces activations du cerveau que l'on a. Ce n'est pas juste un travail d'anatomiste, il faut comprendre le sens de ces activations du point de vue de l'apprentissage, du point de vue de l'intelligence. Et là, d'abord, les grands psychologues du passé, comme Jean Piaget pour la psychologie du développement, restent très importants, même si avec ces découvertes nouvelles, ceux d'entre vous qui suivent le domaine le savent, j'ai pu renouveler la théorie de Piaget avec mes collaborateurs, mais Piaget, par exemple, nous avait expliqué que l'intelligence de l'enfant se fait à travers une architecture cognitive, architecture à laquelle on se réfère toujours aujourd'hui, qui comprend 4 principes: l'objet, le nombre, la catégorisation et le raisonnement. Vous allez comprendre rapidement, si je prends cette tasse que je vous ai montrée tout à l'heure et que je la cache derrière moi, alors c'est difficile ici, mais pour ceux d'en face, il est évident pour vous qu'elle continue d'exister. Vous inférez la permanence de l'objet. Si je la cache à demi derrière ce siège, il ne s'agit pas pour vous, mesdames, d'une demi-tasse. Vous inférez l'unité de la tasse. C'est très intelligent de faire cela. Ça veut dire qu'automatiquement, votre cerveau fait des inférences. Il infère l'unité de la tasse et aussi sa permanence, c'est-à-dire le fait qu'elle continue d'exister alors qu'elle échappe à votre perception immédiate. Ça, c'est la brique de base de l'intelligence qui se construit déjà chez le bébé. Dès l'instant où son cerveau, avec les mécanismes qu'on a évoqués, a découpé mentalement l'environnement qui l'entoure en de multiples objets uniques et permanents, que ce soit des objets physiques comme cette tasse ou humains et sociaux comme vous et moi, il a déjà fait un travail énorme. Et il aura spontanément envie soit de dénombrer ces objets, puisqu'ils sont multiples, émergence du nombre, traitement quantitatif du réel qui conduira aux mathématiques via l'école et la culture, ou alors, et déjà le jeune enfant et le bébé a envie de faire non pas un traitement quantitatif des objets, mais qualitatif. Leur forme, leur qualité, donc leur forme, leur couleur, leur fonction. On a tous fait, étant petit, des collections diverses d'objets. Ça, c'est la catégorisation. Et ce sont les 2 grands pans de l'intelligence humaine. Dénombrement, intelligence quantitative jusqu'aux maths, catégorisation jusqu'aux taxonomies. Par exemple, la taxonomie du vivant que je vous montrais tout à l'heure est évidemment une forme d'intelligence qualitative. Mais ça ne suffit pas. Au cours du développement de l'enfant, ces traitements quantitatifs, nombre, et ou qualitatifs, catégorisation, porteront d'abord sur des objets concrets, comme cette tasse, mais à un moment donné pourront porter sur des idées, des hypothèses, des propositions logiques. Et à ce moment-là, et on en verra des exemples tout à l'heure en imagerie cérébrale, le cerveau accède à sa toute-puissance, je dirais, le cerveau humain, le raisonnement. Nous sommes capables de raisonner et de considérer que le réel n'est qu'un cas particulier du possible. On peut faire des hypothèses, on peut imaginer les choses autrement, on en fait tous les jours. C'est aussi le travail de la politique, au sens noble du terme, le travail de l'artiste qui va faire des hypothèses picturales ou des hypothèses musicales et qui va les réaliser. C'est le travail évidemment du scientifique qui utilise toujours la méthode hypothético-déductive. Donc c'est tout cela l'intelligence humaine. Le mot intelligence est trop général, trop philosophique au sens classique du terme, il faut le décortiquer, puisque j'ai vu que dans la présentation de ma conférence, vous avez annoncé qu'on allait décortiquer, et c'est ça, le mécanisme de l'apprentissage et de l'intelligence, on le décortique ici, objet, nombre, catégorisation, raisonnement. J'ai choisi de faire un exposé bref, donc je ne pourrai pas vous donner tous ces exemples, vous les trouverez dans les livres. Je vais vous en donner 2. Chez l'enfant, le nombre, et chez l'adolescent, le grand adolescent ou l'adulte, comme vous, le raisonnement. Et vous verrez combien il est difficile, tout en ayant un aussi beau cerveau que celui que j'ai décrit tout à l'heure, qu'il est très difficile de bien l'utiliser, tant pour l'enfant que pour nous. Alors ce premier exemple sur le nombre, mais vous l'avez sur la diapo, que vous avez vu rapidement tout à l'heure. Si vous présentez, comme le faisait déjà Piaget, au jeune enfant, donc ici vous voyez une petite fille qui est en grande section de maternelle, donc on va dire, selon les âges, mais enfin 5 ans environ. Ce dispositif
d'abord sur un écran. Ce que vous voyez là, c'est ce qui sera présenté sur un écran d'ordinateur qui est glissé juste là, au-dessus de la tête de l'enfant. Donc technologiquement, c'est aussi des exploits, hein, ces recherches-là. Je ne dis pas seulement parce qu'on les a faites, mais parce que réellement, ce sont des exploits technologiques, que de faire tout ça et que ça fonctionne bien, et que quand l'enfant sort, il est heureux, il veut revenir, il nous envoie des cartes postales pendant les vacances pour dire quand est-ce que je repasserai une IRM. Donc ça paraît naturel, ça paraît ludique, mais c'est un exploit technologique et scientifique. Donc, dans l'écran de ce micro-ordinateur, cette tablette qui sera glissée dans l'IRM, l'enfant voit des jetons. Par exemple, sur le premier rectangle, que vous pouvez compter rapidement, et on demande à l'enfant s'il y a le même nombre de jetons, oui ou non, au-dessus et en dessous de la ligne noire. Et là, 2 boutons, là aussi, c'est technologique, 2 boutons, un bouton lisse et un bouton rugueux, de manière à ce qu'il puisse répondre sans bouger la tête, puisqu'évidemment, le premier réflexe qu'on a, enfant comme adulte, si on répond avec un boîtier sur un ordinateur, coordination, vision, préhension, on regarde ses doigts. Dans l'IRM, c'est impossible puisqu'il faut rester allongé et immobile. Et pour un petit enfant que Henri Vallon, grand psychologue français, appelait l'enfant turbulent d'école maternelle, c'est encore plus difficile. Donc, on a préparé tout cela et on a entraîné l'enfant à répondre simplement avec ces 2 boutons tout en restant allongé. Il a le casque que j'évoquais tout à l'heure sur ses oreilles pour le protéger du bruit d'abord, mais aussi via le fil qui est là, avec un système audio, pour lui poser la question. Par exemple ici, est-ce qu'il y a le même nombre de jetons ou pas au-dessus et en dessous de la ligne noire? Et l'enfant répond. L'enfant de cet âge-là, de 5 ans environ, va vous répondre très facilement « oui, c'est pareil, il y a le même nombre de jetons », donc il va appuyer sur un bouton qui est lisse en fait, alors que pour pas pareil, c'est un bouton rugueux. Mais si vous écartez l'un des 2 alignements, comme sur le rectangle de droite, et que vous reposez la même question à l'enfant, il va vous dire là « ah ben non, c'est plus pareil ». On dit à l'enfant « mais pourquoi ?» L'enfant dit « tu vois bien, il y en a plus là, parce que c'est plus long ». Donc je parle du rectangle de droite. Il y a le nombre elle-même, simplement la disposition spatiale a changé. Piaget croyait que l'enfant n'avait pas encore la logique et le concept du nombre. On a découvert, grâce à des théories nouvelles et aussi grâce aux observations d'imagerie cérébrale, que c'est tout autre chose qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Il y a en fait déjà une compétition entre 2 stratégies de réponse différentes. Une très rapide, qui est que longueur égale nombre, et l'autre, plus lente, qu'on appelle un algorithme, qui est le comptage. Si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au-dessus de la ligne. En dessous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 égale 7, c'est pareil. C'est un algorithme, c'est-à-dire un calcul qui prend un certain temps, qui demande un effort cognitif, mais qui conduit toujours, sauf bug, qui conduit toujours à la bonne solution. Le problème, c'est que le cerveau humain fonctionne beaucoup plus avec ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des intuitions, des automatismes, des stratégies très rapides, très efficace, qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Et longueur égale nombre est typiquement une heuristique. Ça marche très souvent dans l'environnement, longueur est égale à nombre. Mais dans ce cas-là, ça ne marche pas. Et on a pu démontrer, vous allez le voir, que l'intelligence de l'enfant là, qui est requise, n'est pas de compter, il est déjà capable de compter, c'est d'inhiber, grâce à son cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, d'inhiber une connexion trop rapide qui est le lien entre la longueur et le nombre. C'est là où vous comprenez tout le sens, en effet, des connexions cérébrales. Et j'ai répondu rapidement parce que je n'avais pas encore donné l'explication que oui, l'intelligence, ce sont des connexions, mais pas seulement, parce qu'il y a des connexions qui sont bêtes, entre guillemets, ou qui ne sont pas intelligentes dans une situation donnée, comme ici, longueur égale nombre, qui conduit à une réponse erronée. Et vous verrez que ça va loin, ces choses-là, quand on quitte la sphère cognitive et qu'on va, par exemple, dans la sphère morale ou dans la coordination des points de vue. Donc la technologie, on l'a déjà vu. Pour cette tâche-là, ce qu'on a découvert dans le cerveau de l'enfant, ce sont ces régions, avec les moyens de mesure que j'évoquais tout à l'heure, sur l'ordinateur, on fait les calculs, on compare les situations, et chez les enfants qui réussissent le problème, on voit que toutes ces régions travaillent. Donc il faut toutes ces régions du cerveau pour réussir la tâche et pour être capable de dire, il y en a toujours pareil, même quand c'est plus long. Et en fait, ces régions du cerveau, là on analyse une par une, sont d'abord le cortex pariétal et une partie du cortex pariétal qu'on appelle le sillon intrapariétal qui est impliqué dans le nombre, le sens du nombre déjà chez le bébé, mais aussi dans tous les problèmes mathématiques que l'enfant rencontrera à l'école et même que l'on rencontre encore à l'âge adulte. Quand on fait
des équations algébriques, par exemple, ça mobilise cette région du cerveau, c'est l'épicentre, si vous voulez, des mathématiques. Très tôt, l'enfant l'utilise, même les bébés, avant même de savoir parler, lorsqu'ils ont des tâches de comptage visuel à faire, ils utilisent cette région. Donc, il n'est pas du tout étonnant qu'elle soit indispensable pour réussir la tâche des jetons plus ou moins écartés. Mais cette partie de notre cerveau construit aussi l'espace. Et les mathématiques et l'espace sont très liés dans le cerveau humain. Les philosophes le savent, on peut en discuter longtemps. Et anatomiquement, c'est vrai, c'est le même lobe du cerveau pariétal qui construit l'espace, donc les relations à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, la géométrie et le comptage, par exemple, les mathématiques. Le problème est que dans la tâche des jetons plus ou moins écartés, l'espace et le nombre, donc l'espace et les maths, entrent en conflit, en interférence. Et il faut être capable de dissocier les deux. C'est pour ça que c'est une tâche qu'avait déjà utilisé Piaget, qui est très ingénieuse. Et là, on voit l'intérêt de la psychologie de l'enfant, qui est en quelque sorte des tâches, des jeux de farce et attrape, mais qui testent par ces pièges notre réelle capacité intellectuelle, notre capacité que j'appelle de résistance cognitive, et ici d'inhibition de la réponse trop rapide, qui est de répondre selon la longueur, alors que l'intelligence est d'y résister pour prendre le temps, l'effort cognitif, le recul de compter. Les notions que j'ai déjà pu définir rapidement, les heuristiques, je les ai énoncées, je ne les relis pas, les algorithmes, et toutes les connexions du cerveau que j'évoquais tout à l'heure sont soit d'un ordre, soit de l'autre, soit heuristiques, très utiles, ce sont les automatismes qu'on utilise tout le temps, mais on va dire 1 fois sur 10, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, c'est l'algorithme plus lent qu'il faudrait dérouler, et vous comprenez que la clé de l'intelligence, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé l'inhibition en psychologie du développement, mais que les physiologistes connaissent très bien depuis plus d'un siècle. On sait que toutes les synapses, donc ce qui fait l'interface entre les neurones, sont soit inhibitrices, soit activatrices. C'est-à-dire les messages neuronaux sont soit inhibiteurs, je bloque, soit activateurs, j'y vais. Et donc, le rôle de l'inhibition est clé, avait été oublié par les psychologues comme Piaget. Or, y compris au niveau cognitif, on comprend avec ces définitions que l'inhibition d'une heuristique trop rapide est indispensable pour activer l'algorithme. Et ce n'est pas trop abstrait parce que pour l'exemple que j'ai donné, ça doit être évident pour vous. L'heuristique, c'est longueur égale nombre, donc l'enfant va se tromper parce qu'à un moment donné, ça coïncide, ok, mais là, on croit qu'il répond correctement. Mais lorsque l'espace et le nombre ne coïncident plus, l'heuristique l'induit en erreur et il doit au contraire l'inhiber pour apprendre et activer l'algorithme du comptage dont il est déjà pourvu, mais qu'il n'utilise pas. Pourquoi ? C'était ma réponse au début. Il ne suffit pas d'avoir un beau cerveau, il faut encore savoir s'en servir. Oui, parce que vous avez dit beaucoup de choses en peu de temps. Et donc, si j'essaye de synthétiser un peu, ce qu'on a appris par rapport... On avait un premier modèle, si j'ai bien compris, du temps de Piaget, qui était un modèle un peu évolutif, où l'enfant progressait du sensible vers le raisonnement et vers une capacité logique. Et ce que vous ce que vous avez découvert, c'est l'idée que, en réalité, la logique, elle est là très très tôt, mais qu'il y a un conflit qui se noue entre une intelligence qui serait un peu comme on l'a tous, le conducteur de voiture, tout de suite, il va sur des réflexes, et puis il va se dire, ah, il y a de la fumée là, une intelligence logique, et comment est-ce qu'il arbitre ? Voilà. Donc l'intelligence, c'est plus une question d'arbitrage que d'acquérir des compétences progressives, c'est ça ? Absolument, vous avez tout dit, très bien dit. Et la partie avant du cerveau, vous voyez cette autre région que je n'ai pas pris le temps de décrire, dans le cortex préfrontal, cette autre activation qu'il y a aussi chez l'enfant qui réussit, est le lobe de l'arbitrage. Le cortex préfrontal dans le cerveau humain, qui est derrière notre front, qui est la partie du cerveau qui mature le plus lentement au cours du développement, qui dans le règne animal a le volume, la surface, et le volume, donc, puisque c'est un objet tridimensionnel, s'est accru jusqu'à l'homme pour occuper la surface la plus importante. Notre cortex préfrontal est le lobe de la décision, le lobe de l'arbitrage. Et c'est au cœur de ce cortex préfrontal qu'on a découvert l'activation de cette région de l'inhibition et surtout on a montré que l'enfant l'activait et en avait absolument besoin pour se départir de l'espace quand il doit compter. Et beaucoup de problèmes scolaires, même énormément s'il y a des professeurs parmi vous ici, en fait, sollicitent cette inhibition. Et l'enfant se trompe parce qu'il se laisse guider par un mot de la phrase qui va déclencher une heuristique ou une disposition des objets ou une image qui va déclencher une heuristique très rapide et l'enfant répond trop vite alors qu'il a la bonne solution, mais il n'a pas switché, il n'a pas arbitré au bon moment. Et l'intelligence,
est dans l'arbitrage, et quand on observe le cerveau, on le comprend, puisque ça occupe cette zone d'arbitrage, toute la partie avant du cerveau, mais il faut, la question de la connexion tout à l'heure, que ces régions travaillent ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une spécialisation fonctionnelle interactive entre le cortex préfrontal et le cortex pariétal. J'ai vu votre doigt, pour que le cortex pariétal envoie un ordre inhibiteur, et on le voit juste après. Là, c'est une autre technique qui s'appelle l'EG haute densité, où on a l'ordre dans lequel ces régions s'activent en dessous de la seconde, parce que les phénomènes dont je vous parle sont ultra rapides. Les heuristiques, elles se déclenchent dans le cerveau en quelques dizaines de millisecondes ou centaines de millisecondes, mais on est en dessous de la seconde. Donc le fait d'être attiré par la longueur sur les jetons que je montrais tout à l'heure, c'est ultra rapide dans votre cerveau, celui de l'enfant. C'est pourquoi on a envie de répondre selon la longueur. Et il faut en fait un peu ralentir notre pensée par cette inhibition que j'évoque, qui intervient en un second temps. Premier temps, c'est la partie du pariétal qui va être sensible à la longueur. Et c'est vrai qu'il y a un changement de longueur, donc il est normal que notre cerveau la détecte. Il faut que le cortex préfrontal s'active pour envoyer un ordre inhibiteur à longue distance, via des neurones à axones longs, vers le cortex pariétal pour désengager ces neurones qui codent pour l'espace. Et ensuite, encore le switch, la fin de la décision, aller activer l'autre partie du cortex pariétal qui, elle, est dédiée au comptage. Et dans le cerveau humain, les deux sont en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, très imbriqués. Et c'est ces superpositions anatomiques de l'espace et du nombre qui fait que dans ce problème-là, l'enfant a beaucoup de difficultés. Mais je pourrais vous donner un exemple sur la lecture et vous montrer que les lettres en miroir, dans une autre région du cerveau, le lobe temporal, relèvent aussi de ce type de phénomène où l'enfant confond un B, un D, un P, un Q, parce qu'il y a l'heuristique de généralisation en miroir qui fait que si j'arrivais dans ce sens ou dans l'autre, vous infériez que c'est la même personne, quelle que soit son orientation latérale, mais ça ne marche pas pour les lettres en miroir. Donc ce que je vous décris là, avec un exemple concret et simple pour le nombre, pour que tout le monde comprenne, est un phénomène très général qui se retrouve à peu près dans tous les domaines scolaires. Votre question ? Je voulais savoir, est-ce que c'est la même chose dans le cadre de l'attention sélective et stimuler les informations non pertinentes dans l'environnement? C'était exactement la même chose. Et vous allez voir après que la façon dont on parvient à entraîner cette inhibition dans le cerveau est un dispositif d'attention sélective avec une zone inhibitrice, une zone activatrice. Et ici, là, ce que vous appelez l'interférent, le distracteur, c'est la longueur, puisque la longueur distrait par rapport au nombre. Mais il faut se poser une autre question que vous ne posez pas. Mais d'où viennent ces heuristiques ? Comment se fait-il que notre cerveau soit aussi prisonnier de ces automatismes et de ces heuristiques ? Eh bien, l'enfant d'école maternelle qu'on évoquait tout à l'heure, s'il regarde dans les livres de maths pour petits qui sont faits pour son âge, vous trouvez très souvent des dispositifs comme celui-là. Ça, c'est une page d'un vrai livre de maths pour petits. On apprend la suite des nombres de 1 à 10. Je vais un peu respirer, pardonnez-moi, mais on est à distance. La suite des nombres de 1 à 10, apprentissage explicite. Mais et vous voyez que 1 est représenté par une girafe, 2 hippopotames, 3 crocodiles, etc. L'enfant apprend explicitement la suite des nombres de 1 à 10, mais le cerveau humain est un grand détecteur de régularité. Et l'enfant, son cerveau détecte la régularité selon laquelle longueur est égale à nombre, qui n'est pas du tout l'objet de l'apprentissage, mais qui saute aux yeux sur ce dispositif. Et de surcroît, vous voyez l'échelle avec un petit rongeur qui la gravit, qu'a mis l'illustrateur, et qui n'est autre qu'une fonction linéaire du nombre par rapport à la longueur. C'est-à-dire plus l'échelle est écartée, plus l'espace est grand et plus le nombre est grand sur ce dispositif. Donc comment voulez-vous que le cerveau de l'enfant n'ait pas été influencé par longueur égale nombre lorsqu'il sera confronté à l'épreuve des jetons plus ou moins écartés? Et c'est en fait un phénomène pas du tout anecdotique, très général. Et donc l'école et la culture créent ces heuristiques. Mais parfois la longueur vaut au nombre. Très souvent. Et c'est pourquoi ma définition des heuristiques reste très positive. C'est important, les heuristiques. Mais simplement, Piaget, qu'on évoquait tout à l'heure, croyait que c'était des intuitions enfantines qui dominaient l'esprit chez le jeune enfant, qui disparaissaient ensuite au profit de la logique. Pas du tout. Les heuristiques, voilà, j'ai bien jonglé avec mes diapos, je suis content. Les heuristiques, vous voyez à droite le portrait de Daniel Kahneman, psychologue, le seul psychologue contemporain lauréat du prix Nobel d'économie. Parce que Daniel Kahneman a montré que les adultes, le cerveau des adultes était dominé non pas par des algorithmes logiques, comme on pourrait le croire, mais par des heuristiques, y compris les économistes ou les
Vous allez dire qu'on peut en effet ne pas en douter, où les politiques, les décideurs, très souvent ne fonctionnent pas de façon très logique, d'où les décisions absurdes, l'irrationalité collective, comme on l'a décrit aujourd'hui. Et Kahneman a reçu le prix Nobel d'économie parce qu'il a mis en cause le postulat rationnel des agents économiques, en disant, mais très souvent, on n'est pas logique dans les tâches de logique, on est plutôt heuristique, on se laisse guider par ses automatismes, par ses émotions. Il avait raison. Néanmoins, le discours de Kahneman était très pessimiste. Nous, ce qu'on a montré, ce que je vais... Ah oui, je dois accélérer. Alors, je ne prends plus de questions, je vais jusqu'au bout et on fera les questions, parce que je vais vous résumer le reste dans... Ah oui, 10 minutes. Bon, donc je continue, mais on a déjà vu beaucoup de choses. Comprenez que l'origine des heuristiques, elle vient de la culture, des livres. Le langage aussi peut déclencher des heuristiques. Mais ici, longueur égale nombre, on voit parfaitement d'où cela peut venir. Ou dans un magasin, à type de produits égaux, et là oui, votre question, c'est une stratégie qui reste, et c'est souvent utile. On appelle d'ailleurs les rayons des linéaires. Les magasiniers appellent ça des linéaires. Mais à type de produits égaux, s'il en reste plus sur une étagère que sur l'autre, vous en déduisez immédiatement que c'est plus long, il en reste plus. Et c'est vrai à peu près pour toutes les configurations de l'environnement. Et il faut conserver ces heuristiques, simplement, il faut aussi être capable de les inhiber par cet arbitrage lorsqu'elle ne marche pas. Donc, on a pu découvrir le jeu de cette inhibition dans le cerveau. Il faut savoir aussi que les émotions ont dans tout cela un très grand rôle, parce que si on remplace les jetons par des bonbons et qu'on dit aux enfants qu'on va les manger, qu'ils doivent choisir le bon alignement, enfin celui qui est pour lui, eh bien, ce ne sera pas trompé par la longueur. Et si vous regardez bien, il y en a plus là où c'est serré, et moins où c'est plus long, dans cet exemple à droite, et l'enfant ne se trompe pas du tout, parce que la gourmandise le rend mathématicien, et dans le cerveau, les régions des émotions, qui sont aujourd'hui bien cartographiées, vont guider l'inhibition et vont rendre l'enfant bon inhibiteur beaucoup plus vite. Donc tout ce que je vous décris, non seulement rend les choses plus dynamiques que dans les modèles classiques du développement, on a bien une logique qui se construit, mais parfois beaucoup plus tôt, mais on a aussi des automatismes, des heuristiques qu'il faut avoir, mais qui vont interférer avec cette logique, d'où l'importance de l'inhibition, cet arbitre qu'il y a dans notre cerveau. Et en plus, les émotions vont tout moduler, parce que selon l'émotion, selon l'enjeu, la motivation, on va être capable plus ou moins bien d'inhiber dans une situation ou dans une autre. Ce qui m'a amené à modéliser une théorie nouvelle du fonctionnement du cerveau et du développement cognitif en 3 systèmes. Les heuristiques, qu'on a vus, qui sont rapides, mais pas toujours fiables. Les algorithmes, qui sont plus lents, réfléchis, c'est la logique. Et le système inhibiteur, qui permet d'inhiber les heuristiques quelquefois, mais en général quand on sollicite notre intelligence, pour activer les algorithmes. On peut l'apprendre par l'expérience, cette inhibition, mais aussi par imitation d'autrui ou par instruction venant d'autrui. Je vais vous donner un exemple. C'est le rôle de l'environnement social et du professeur qui va amener à déclencher cette inhibition dans le cerveau d'un élève qui ne l'utiliserait pas. Au niveau physiologique, c'est très connu. Jean-Pierre Changeux, grand neurobiologiste français, l'a décrit au niveau des synapses, ce qu'il a appelé le darwinisme neuronal, le jeu inhibiteur et activateur et surtout d'inhibition et de sélection. Et on le retrouve dans la maturation du cortex préfrontal tout à l'avant du cerveau, qui est très lente comme maturation et qui permet justement ce contrôle inhibiteur. Comme elle est très lente, ça veut dire que cette inhibition restera toujours très fragile, même chez nous adultes. Et vous allez voir que dans un problème de logique, les adultes très souvent se trompent par défaut d'inhibition d'un automatisme, d'une heuristique. Et en plus, vous êtes très éduqué à l'école. Or, l'école n'a pas encore bien intégré, on commence à le faire, cette notion d'inhibition positive et le fait qu'il faut une éducation de cette attention, de cette forme d'inhibition qui en fait crée les erreurs dans la plupart des examens, des contrôles et des situations de vie. Le raisonnement va nous donner un dernier exemple chez l'adulte. Si on soumet à ce bébé devenu grand ou grand adolescent un problème de logique, vous devez réfuter la règle qui est écrite sous vos yeux. S'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Gauche, case de gauche, droite, case de droite. Tâche de réfutation, donc c'est un jeu d'esprit, un jeu de logique, il faut rendre la règle fausse. Sélectionnez 2 formes que vous pouvez déplacer. Dans la vraie expérience, c'est un écran tactile. L'élève appuie sur une forme, la déplace et l'imprime dans la case de gauche et l'autre dans la case de droite. Là, cette fois, on est au niveau du raisonnement hypothético-déductif sur une proposition logique, donc le toit de l'architecture cognitive que je vous décrivais tout à l'heure. Eh bien, la réponse logique, c'est qu'il faut être dans la condition d'application de la règle, donc qu'il n'y ait pas de carré rouge à gauche, par exemple un carré bleu, mais vous devinez qu'il va falloir inhiber carré rouge, ce qui est très difficile. Et ensuite, il fallait réfuter la règle, donc il faut, alors que la règle dit « il y a un carré jaune à droite », il ne faut ne pas mettre
un cercle jaune à droite, il faut ne pas mettre de cercle jaune puisqu'il fallait réfuter la règle et mettre par exemple un losange vert. Il y a d'autres réponses logiques possibles, mais ça, c'en est une. Eh bien, si vous faites... C'est normal. Alors, c'est normal parce que ça va vite, c'est normal parce que vous ne voyez pas mes lèvres, et c'est normal parce que c'est difficile pour votre cerveau. Je n'ai pas le temps de répéter, donc vous regarderez dans les livres, en relisant calmement, vous direz « Ah ben oui, évidemment, c'est évident ». Et pourquoi c'est difficile pour notre cerveau? Parce que si on avait fait le test, et soyez rassurée, madame, vous êtes très honnête, à peu près tout le monde se serait trompé et aurait donné une réponse de type carré rouge, cercle jaune. J'ai fait cette expérience, y compris chez des polytechniciens en France, dans des grands groupes industriels, et ils répondent carré rouge, cercle jaune. Ils se disent, bon, ils nous demandent de rendre la règle fausse. La règle dit, il n'y a pas de carré rouge à gauche, donc je vais mettre un carré rouge, ça va contre la règle, et un cercle jaune à droite. C'est en fait... C'est normal que vous ne compreniez pas parce que ça va vite, mais je puis vous dire, voilà, tout à fait. Elle est mal posée, elle est énoncée beaucoup trop rapidement, et vous avez exactement la réaction qu'a un enfant quand il se trompe dans l'épreuve des jetons plus ou moins écartés. Oh, elle avait mal posé, la maîtresse, bien sûr que je sais compter. Et en fait, là, vous devez me faire confiance. La confiance est importante dans nos sociétés. Vous devez me faire confiance et vous dire que si je vous l'avais bien posé, ce que vous imaginez qu'on a fait dans les vraies expériences, que vous aviez pris le temps d'écouter la question, la plupart d'entre vous, peut-être pas vous madame, auraient répondu carré rouge, cercle jaune. Et c'est très impressionnant, c'est robuste, ce qu'on appelle un biais cognitif. On a tendance à reprendre les deux éléments cités dans la règle, ce qu'on appelle une heuristique d'appariement perceptif, pour résoudre ce problème de logique qu'on devrait pourtant tous résoudre très bien. Là, vous avez en bleu foncé les réponses logiques. Si on prend un échantillon d'individus, il y a deux groupes là, de 18, c'est répliqué dans deux groupes de 18 sujets. 15 se trompent, donnent la réponse carré rouge, cercle jaune, et 3 sur les 18 donnent la réponse de type carré bleu, losange vert, ou une autre réponse logique. Ça nécessite un algorithme logique. Dans votre mémoire, une table de vérité. La partie ci, c'est l'antécédent, la partie alors, c'est le conséquent. Il peut être vrai ou faux, l'antécédent, vrai ou faux, le conséquent. Ça fait un tableau à 2 colonnes et à 4 lignes. Notre cerveau sait, même si ça vous paraît rapide, que la seule ligne qui rend fausse une règle conditionnelle, c'est la seconde, celle où l'antécédent est vrai et le conséquent est faux. Donc la première, c'est antécédent vrai, conséquent vrai. Vous n'allez pas plus comprendre. Antécédent vrai, conséquent faux. Antécédent faux, conséquent vrai. Antécédent faux, conséquent faux. Ça, c'est un algorithme, la table de vérité. Ça existe depuis Aristote. Donc c'est dans notre culture et vous utilisez ça tous les jours. Et vous savez très bien que si on vous donne une amende, si vous étiez mal garé ici, vous utiliseriez très bien cette table de vérité. Vous n'accepteriez l'amende que si l'antécédent est vrai et le conséquent est faux. C'est-à-dire si vous étiez dans les conditions d'application de la règle et que vous l'aviez transgressée par votre attitude, par le conséquent. Eh bien, Piaget aurait prévu que tout le monde donnerait une réponse logique. Très, très peu de réponses logiques et une majorité en bleu clair de biais cognitifs, donc de réponses erronées. Donc, suffit-il d'avoir un cerveau pour être logique? La réponse est non. Notre dominante, comme l'a montré Kahneman, et c'est pourquoi elle a eu le prix Nobel, c'est même chez l'adulte d'avoir des stratégies très archaïques et rationnelles qui reviennent et qui passent devant la logique, même si la logique fut construite ou consolidée à l'adolescence. Eh bien, ce qu'on a montré, c'est ça que je vais vous montrer pour terminer, c'est qu'on peut entraîner l'inhibition du biais perceptif, parce que c'est très perceptif ce qui vous trompe dans la tâche de logique, reprendre les deux éléments cités dans la règle, pour activer l'algorithme un peu plus lent que j'ai évoqué, les 2 colonnes, les 4 lignes, donc ce qui demande de dérouler une table de vérité logique dans votre mémoire de travail au moment où vous résolvez le problème, mais on l'a cet algorithme, on pourrait le décliner si on prend le temps de réfléchir dans la tâche, mais on ne parvient pas à inhiber l'heuristique trop rapide qui consiste à reprendre les 2 éléments cités dans la règle pour rendre fausse une règle où en effet il y avait une négation dans l'antécédent. Donc on se dit ça va rendre faux la règle puisqu'il y a une négation. Mais ce n'est pas le cas. L'heuristique, je pourrais vous expliquer d'où elle vient, mais je n'ai pas le temps. On entraîne, et c'est là où vous retrouvez la réponse à votre question. Là, vous voyez derrière monsieur, un filtre d'attention sélective. Et vous le voyez là-bas, le carré, c'est la zone d'inhibition. Sous les hachures, les individus vont devoir glisser leur réponse spontanée dans le test de logique. Et le rond central, c'est la zone d'activation. Donc, on a une tâche de manipulation
un matériel qu'on peut utiliser en classe dès l'école maternelle, où là, avec une tâche de logique où vous ne comprenez rien, on pourrait l'utiliser chez l'adulte. Et une fois qu'on a compris la règle, bien sûr, il est important que le problème soit clair. On entraîne cette inhibition et on peut, dans une interaction pédagogique, je vous disais au début, le cerveau dépend aussi son usage des interactions pédagogiques, mais on peut faire des choses très différentes dans une interaction pédagogique. Classiquement, à l'école, on va répéter la logique, on va réexpliquer la tâche, réexpliquer le problème, bien l'énoncer, ça c'est important. Mais on a montré que ce n'était pas la logique qui faisait défaut dans le cerveau des adolescents ou des adultes qui se trompaient, mais l'inhibition d'un automatisme de raisonnement plus rapide. On a donc entraîné avec ce dispositif à droite cette inhibition plutôt que la logique. Et chez ceux qui ont eu l'entraînement à l'inhibition, on a observé, vous voyez les histogrammes en dessous, une correction de l'erreur. Beaucoup plus ont donné une réponse logique, en bleu foncé, alors que le seul apprentissage logique, qui était ici la condition contrôle, ne change pas les performances. Entre un pré-test et un post-test, quand on leur a réexpliqué la logique, il y en a toujours autant qui se trompent, à condition de leur donner une situation nouvelle, mais isomorphe du point de vue du piège. Si on a entraîné l'inhibition, effet d'apprentissage uniquement. Et ce qu'on a absolument voulu voir, c'est ce qui se passait dans le cerveau. S'il y avait bien quelque chose qui se passait dans le cerveau de ceux qui avaient appris grâce à l'inhibition de leur heuristique. Et on a eu ce résultat dont, j'espère, vous percevez la beauté. C'est aussi de la beauté en sciences. Dans le cerveau du même élève, voilà qu'entre le moment où il se laisse tromper dans le problème par son intuition, son heuristique perceptive, première image, il utilise l'arrière de son cerveau, donc la partie très perceptive, mais pas son cortex préfrontal, pas celui de la décision, de la logique, de l'abstraction, dont les humains sont pourtant maîtres normalement. Et si on l'entraîne à inhiber cette première réponse automatique, heuristique, alors il réussit. Et uniquement, je reviens à la diapo arrière, uniquement chez ceux qui ont switché de là à là, on observe ce switch cérébral, cette fois, cette flexibilité qu'on appelle une reconfiguration neuronale, et vous voyez combien l'imagerie cérébrale est dans ce cas importante, parce qu'elle mesure au cours du temps de l'apprentissage comment on peut utiliser très différemment son cerveau. D'où ma réponse, un cerveau ne suffit pas pour apprendre, il faut encore apprendre à le connaître et à s'en servir. Et ce problème, comme je vous le disais, était fait chez des individus comme vous et moi, mais aussi chez les polytechniciens. Et autant que nous, ils se trompent spontanément dans le test spontané. Ce qui veut donc dire qu'il n'a pas suffi d'apprendre des algorithmes logiques et mathématiques, dont les polytechniciens sont évidemment les plus pourvus, les plus entraînés, pour que le cerveau reste vulnérable et se trompe dans des situations de piège. Je pourrais vous détailler comment on fait l'impact de cette pédagogie expérimentale. Je voulais simplement vous dire que ça implique le corps aussi, des émotions comme le doute, la curiosité, le regret. Il faut douter de soi pour switcher d'un réseau neuronal à l'autre. Il faut être curieux de résoudre la tâche autrement. Il faut anticiper le regret d'une mauvaise réponse. Et tout cela sont des émotions à la fois intellectuelles, mais aussi corporelles. Le ventre se tord quand on comprend qu'on s'est trompé dans un problème qui pourtant sollicitait notre intelligence. C'est pourquoi j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'intelligence humaine n'est pas un algorithme » parce que ce sont aussi toutes ces émotions qui guident l'inhibition des heuristiques pour activer les algorithmes comme le doute, la curiosité et le regret dont les machines ne sont pas a priori suffisamment dotées. Tout cela se retrouve dans beaucoup de situations scolaires que je n'ai pas le temps de détailler, mais aussi, je voudrais le dire compte tenu de l'actualité, dans le respect d'autrui. Et on a fait beaucoup de travaux au laboratoire sur la tolérance, sur la genèse de l'égocentrisme, qui est d'abord spatial avant d'être social. L'un voit un 6, l'autre voit un 9. Les deux ont raison. Mais là où chacun a tort, c'est qu'il ne parvient pas à inhiber son propre point de vue pour activer celui de l'autre. Et dans ce cas-là, ça nécessite aussi des reconfigurations cérébrales comme celles que je vous ai montrées. On a testé cela en laboratoire et en effet, cette inhibition dont je parle depuis tout à l'heure est aussi importante pour les aspects mathématiques, logiques, que pour ce qu'on appelle la cognition sociale, morale, la prise en compte du point de vue d'autrui et l'inhibition de notre propre égocentrisme qui n'est pas un stade enfantin qui disparaît comme le pensait Piaget, mais qui reste une heuristique, heureusement. Pour traverser la rue, vous devez être égocentré si vous ne voulez pas vous faire écraser. Mais pour être tolérant et accepter le point de vue ou la religion d'autrui, vous devez inhiber votre propre point de vue et à ce moment-là, vous devez vous décentrer, vous mettre à la place de l'autre et puis faire une synthèse. L'image fait le lien avec l'actualité, vous la comprenez. Et ce que l'on recommande pour l'école, c'est d'identifier dans toutes les situations, faire une cartographie de ces heuristiques,
heuristiques multiples que les profs découvrent dans leur classe une fois qu'ils ont compris ces notions, les algorithmes qui sont souvent les règles du programme et toutes les situations où l'enfant a plutôt besoin qu'on lui apprenne à inhiber ses heuristiques que de répéter inlassablement les règles, la logique et les algorithmes. Et tout ça est très concret, ou débouche à des résultats très concrets. On publie en cette rentrée, qui sont là, accessibles dans le commerce, chez Nathan, des boîtes de jeux, des coffrets pédagogiques qui s'appellent « Entraîner le cerveau à résister ». Il y en a un pour l'école maternelle, il y en a un pour l'école primaire, qui ont été co-construits depuis plusieurs années avec des professeurs, des réseaux de professeurs qui ont expérimenté ces apprentissages à l'inhibition dans leur classe, dans tout le programme, lire, écrire, compter, penser, raisonner. Je vous ai montré un exemple pour compter, un exemple pour penser, raisonner. Et ils ont même créé des figurines, l'une qui symbolise l'inhibition, donc le rôle du cortex préfrontal, l'heuristique, un H avec des grandes jambes, l'algorithme, un A avec des petites pattes, donc il va plus lentement notre algorithme, l'heuristique, la réponse rapide, l'algorithme, la logique, le savoir, le sac à dos du savoir que la figurine, les instruments de mesure pour comme compter, mesurer, et le capitaine inhibition qui à tout moment doit intervenir pour bloquer l'heuristique, enfin pas à tout moment, mais quand elle ne marche pas. Ces figurines sont mises en classe, il y a des posters avec ces figurines, une course où on voit que l'heuristique va plus vite et que de temps en temps, capitaine inhibition doit arriver pour arrêter l'heuristique. Il suffit au professeur de faire un rapprochement avec cette situation-là pour qu'il se dise « Ah oui, c'est un problème où je vais trop vite » où je me suis laissé tenter par un élément qui n'est pas pertinent, donc attention sélective, et où je dois utiliser mon capitaine inhibition, donc mon cortex préfrontal. Et donc, je suis heureux de ça parce qu'on a pu faire des incarnations pédagogiques de ces recherches très théoriques et technologiques au départ pour l'école. Et vous voyez toutes les écoles de France qui participent à ces expérimentations, toutes les académies et du monde, parce qu'on travaille avec un réseau numérique qui s'appelle Léa.fr, l'école d'aujourd'hui, et nous avons des écoles des 4 continents que vous voyez en vert sur ces images, de la francophonie pour l'instant, mais les jeux que l'on a fait comme ceux-là sont traduits dans 6 langues, donc qui s'appelle FlexiGame, qui dès l'école maternelle entraîne l'enfant à justement appliquer une heuristique et puis l'inhiber pour switcher et faire autre chose. Si tout cela vous intéresse, et parce que je suis allé trop vite dans l'énoncé de certains problèmes pour les contraintes que vous comprenez, hein, vous imaginez que si on avait le temps, je vous expliquerais les choses plus calmement, mais c'est l'enjeu de ce Maïf Social Club et de Philosophie Magazine, de donner un concentré d'idées qui donne envie de lire et d'apprendre plus. Vous trouvez dans Le cerveau et les apprentissages, l'école du cerveau et surtout ces livres qui expliquent aussi cela pour les enfants à partir des illusions visuelles, par exemple. Les illusions d'optique, on comprend très bien que notre cerveau doit inhiber un piège pour voir ce qu'on ne voit pas spontanément. Et bien pour l'intelligence, c'est la même chose. On est constamment confronté à des pièges que nous ne parvenons pas à inhiber et l'école nous a peu entraînés à cela, d'où ce qui reste dans un monde aussi normalement évolué que le nôtre, la place à autant d'irrationalité, d'erreurs, d'approximations, voire d'intolérance. Merci beaucoup Olivier Audet de ce challenge. En si peu de temps, résumer une révolution de la neuroscience et dans les apprentissages, avec autant de pédagogie et de clarté. Merci beaucoup. Il nous reste peut-être 5-10 minutes. Allons-y. Est-ce qu'il y a un micro qui... Voilà, il y a un micro qui va venir à vous. Levez la main quand... Voilà. Bonsoir. On va peut-être prendre une série de questions, comme ça vous pourrez... Parce que sinon, on pourra essayer de répondre globalement, peut-être à plusieurs questions en même temps. Vous nous avez présenté l'image avec deux IRM. Sur une image, il y avait un concentré de tâches au niveau du cortex préfrontal pour ce qui était des... Stop, oui, voilà. Donc sur cette image-là, voilà. Pardon. Est-ce que la quantité de taches jaunes indique un concentré d'activité plus important du coup quand il y a une activité qui est automatique plutôt que réfléchie? Non. Vous le voyez bien, vous avez la réponse à votre question. Là, c'est ce qui se passe quand on est sur le mode automatique, donc on raisonne mal. Vous voyez qu'il y a un réseau très activé, oui. Mais il y a aussi un réseau très activé quand vous utilisez votre logique, votre réflexion. Simplement, ce n'est pas du tout le même. Il faut désengager l'un pour engager l'autre. Et cette inhibition qu'on entraîne, c'est précisément l'inhibition du réseau automatique trop rapide, perceptif, pour aller activer notre cortex préfrontal qui est très riche, mais qu'on n'utilise pas assez et pas au bon moment. Et en fait, dans tous les cas, vous devez mobiliser très fortement un réseau de neurones. La question, c'est que ce n'est pas du tout le même.
Mais ce que montre ce résultat qui laisse beaucoup d'espoir, c'est que dans le même cerveau du même élève, il peut, d'abord, il n'utilise que la partie arrière de son cerveau, il va se planter, comme disent les jeunes, il va se tromper dans le problème de logique, mais après, il va switcher, être capable d'utiliser son cortex préfrontal, mais il ne pourra le faire que par une interaction sociale. Entre les deux IRM, on a fait un apprentissage qui ne portait pas sur la logique, mais sur l'inhibition du piège. Et ce n'est que par ce déclic qu'on appelle métacognitif qui sera capable après d'utiliser complètement différemment son cerveau. D'où, parce que j'essaie aussi de faire des concentrés de réponses, ma seule réponse à l'ensemble de la question de cette conférence, suffit-il d'avoir un cerveau pour apprendre? Non, il faut bien savoir s'en servir. Et pour cela, on a besoin d'autrui, de l'environnement social et pédagogique. Alors pour le reste, on va suivre la suggestion de prendre une série de questions et je répondrai de façon groupée. Il y en a par là et par là. Bonsoir. Dans un film, comment s'appelle, Le Dernier Taxi pour Tobruk, il y a une réflexion de Lino Ventura qui dit, enfin d'un conjoint de Lino Ventura qui lui dit vaut mieux un imbécile qui avance qu'un sage assis. Alors je voudrais vous poser qu'un sage assis. Je voudrais vous poser une question. Si j'ai bien compris le sens du diapositive, la partie frontale était bien dirigée vers la droite. Sur cette image-là, oui. Elle est à droite. Oui. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la proximité du cerveau reptilien et les zones activées? Ça, c'est la question. Et est-ce que, puisque ça fait à peu près 350 ans qu'on pratique l'éducation, 500 ans, mettons, un peu plus pour certains, on a quand même eu beaucoup plus besoin du cerveau primitif, heuristique, que du cerveau de réflexion. Et je voulais simplement vous demander si, à votre avis, de chanter en permanence le cerveau heuristique, on ne risque pas par exemple, de s'affranchir de la sérupidité, de trouver des choses qu'on ne cherchait pas. J'inhibe, donc je ne réponds pas directement. Moi, j'avais une question plus terre à terre. Vous avez expliqué que le cerveau avait besoin de sucre pour fonctionner. Et du coup, c'était plutôt une question sur l'alimentation. Comment nourrir correctement donc, son cerveau? Oui. Je me posais la question de le fait que ça soit malléable, ce cerveau. Et est-ce qu'un cerveau qui n'a pas été entraîné, qui a eu une éducation par apprentissage, par répétition, par exemple, merci, par répétition, et qui a un âge, on va dire, une certaine maturation, une quarantaine d'années, est-ce qu'on peut noter des sensibilités au niveau de la capacité de malléabilité ou pas, alors qu'il n'y a pas eu du tout de gymnastique, si je peux me permettre ce terme, auparavant. Autrement dit, peut-on apprendre à tous les âges à raisonner autrement et à utiliser son cerveau autrement? Alors, je prends ces trois questions-là. Je vais en ordre inverse. Donc, je réponds d'abord à la vôtre. Oui, on peut apprendre à tous les âges et ceci en est un exemple. C'est un entraînement qui est réalisé soit chez des grands adolescents, soit chez des adultes, y compris, comme je disais, des adultes qui ont terminé tout leur cursus d'apprentissage académique, mais qui se trompent quand même dans des problèmes de logique élémentaire. Donc, mon message et les démonstrations scientifiques est qu'en effet, vous dites malléable, c'est la même chose que plastique, ça s'appelle la plasticité cérébrale, mais c'est encore un terme trop général, parce que la plasticité peut aller dans des sens très différents. Celle que j'évoque ici, c'est une plasticité postéro-antérieure, de l'arrière vers l'avant du cerveau. On a un potentiel préfrontal, logique, rationnel, mais on ne l'utilise pas suffisamment et pas toujours au bon moment. Pour cela, il faut inhiber des tas d'automatismes plus rapides. Néanmoins, pour répondre à votre question, si on n'a pas suffisamment entraîné cette flexibilité, d'abord, il fallait comprendre que l'inhibition avait un rôle positif, déjà en se mettant entre nous, en discutant avec des pédagogues, en comprenant le concept, en voyant comment ça renouvelle la théorie de Piaget. Ce ne sont pas des stades gravés dans le marbre, mais quelque chose de beaucoup plus malléable, que j'appelle dynamique et non linéaire. C'est pourquoi je réponds à plusieurs questions en même temps. Bien sûr, je
je ne sais plus ce que c'était, l'imbécile rapide, c'est l'heuristique. L'imbécile rapide est très efficace, c'est très utile dans un grand nombre de cas, mais c'est aussi l'imbécile rapide qui va faire que Lino Ventura va tomber dans un ravin ou tout un tas de situations. Donc, quelquefois, non, le cerveau humain, ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas la rapidité. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans le monde des écrans, du numérique, on confond vitesse et intelligence. Or, il faut savoir s'arrêter, ne pas cliquer like, parce que like, c'est une heuristique, c'est j'aime ou j'aime pas, c'est pas un raisonnement, on n'a pas vérifié les informations, on n'a pas regardé si la déduction était logique ou non, et ça, c'est le travail du cortex préfrontal, des algorithmes, mais qu'on ne prend pas le temps de décliner parce que justement, il y a trop d'imbéciles rapides face aux écrans et qui répondent trop vite et qui ne prennent plus le temps de réfléchir et qui, les plus fragiles d'entre eux, peuvent se laisser entraîner dans de la radicalisation du communautarisme. Donc, on voit aussi l'impact sociétal, sociologique de ce travail sur les heuristiques qui sont très cognitives, mais qui peuvent aussi être très sociales. Donc, il faut les deux dans le cerveau. Il faut être capable d'être très rapide très souvent. C'est l'heuristique. C'est pourquoi c'est un concept positif, une heuristique. Simplement, elle peut induire en erreur. Et si on n'a pas appris à cartographier ces heuristiques, donc à comprendre notre propre cerveau du point de vue de tous ces automatismes et à les inhiber au bon moment, eh bien, nos heuristiques nous piégeront. Et c'est comme ça qu'on se trompe ou quelquefois qu'on meurt, parce que ça peut être aussi fatal. Et pour répondre à votre question, alors il faut la poser à un nutritionniste, mais il faut distinguer, moi je réponds avec les connaissances qui sont les miennes, le bon sucre du mauvais sucre. Et ce que les nutritionnistes appellent le bon sucre, c'est en effet celui qui alimente notre cerveau. Voilà. Et pourquoi les étudiants, si on était, c'est un peu le cas, proche d'un repas, intègrent moins bien les connaissances en fin de matinée, c'est parce que leur cerveau a besoin de sucre qui arrive via l'alimentation. Mais il y a du sucre qui est mauvais par ailleurs pour le corps et le cerveau utilise le bon sucre. Mais le carburant du cerveau, en général, on ne le sait pas, c'est en effet le glucose, c'est-à-dire le sucre, plus l'oxygène, puisque si un cerveau est désoxygéné, il perd rapidement ses capacités et ce qui amène les deux, c'est le sang, avec le phénomène qu'on a évoqué tout à l'heure et qui permet cette mesure par l'IRM de l'activité cérébrale très précise. Une petite dernière question un peu plus philosophique. Le concept central que vous apportez, c'est celui donc d'inhibition. On pourrait penser à première lecture que ça reprend l'idée que la morale, c'est se retenir d'agir par automatisme et par instinct. Il me semble que c'est plus subtil votre idée d'inhibition, parce qu'il s'agit parfois d'inhiber des catégories générales, peut-être des lois, et donc c'est pas uniquement non au réflexe, non à la colère, non à nos pulsions, ça peut être non à des propositions théoriques. Donc c'est une inhibition plus, je dirais, plus moderne ou plus complexe que celle qu'on a en tête classiquement. Vous savez, un grand philosophe des sciences que vous connaissez très bien, cher Martin, Gaston Bachelard, a écrit des livres qui s'appelaient « La philosophie du non ». Et il disait qu'en effet, en science, très souvent, on devait surmonter des obstacles épistémologiques, c'est-à-dire aller au-delà de ce qui bloque la pensée de tout le monde, de tous les scientifiques à un moment donné pour faire la découverte. C'est typiquement ce que je vous ai décrit. Et Bachelard était contemporain de Piaget, et l'un de ses élèves, Dominique Lecourt, en découvrant nos travaux, m'a dit « Ah, mais Bachelard cherchait chez Piaget une psychologie du non qu'il n'a jamais trouvée. » En effet, il n'y avait pas besoin d'inhibition chez Piaget, puisque l'intuition disparaissait, laissant place à la logique, donc il n'y avait plus rien à inhiber. Il suffisait d'activer la logique dans son raisonnement. Or, l'inhibition, en effet, sert à tout, y compris en science, pour inhiber ce que Popper, par exemple, a appelé un paradigme, pour inhiber un paradigme que tout le monde applique à un moment donné et aller être créatif et aller activer un paradigme nouveau. Et donc, l'inhibition, ça peut aussi être l'inhibition, mais pour ça, elle doit être bien guidée par les bonnes émotions. Le bon doute, le bon regret, la bonne curiosité, ça peut aussi être l'inhibition d'un concept, l'inhibition d'une théorie, voire l'inhibition d'une loi. Donc, je dirais, ça sera peut-être la conclusion, que l'inhibition peut aussi être rebelle. Merci beaucoup, Olivier Audet.